Et on poursuit Hebdo Show, mesdames et messieurs, toujours en direct de Béchar. On continue notre débat sur le corridor minier Béchar-Tindouf-Gardvillette qui a été inauguré aujourd'hui par le président de la République. Ahmed Ben Saada, je reviens vers vous à présent. Alors, ce grand projet, c'est aussi la concrétisation du savoir-faire et de la technicité algérienne. C'est important d'insister là-dessus. Mais bien sûr, c'est très important. Alors, Gardvillette, c'est 3,5 milliards de tonnes de réserves. Oui. Ça nécessite un savoir-faire justement pour extraire ce minerai. Mais aussi, beaucoup de gens ont soulevé la question que c'est un minerai qui contient une grande quantité de phosphore. Oui. Et le phosphore rend le minerai, on va dire, le fer cassant. Mais nous savons très bien que on sait déphosphorer. Il y a des techniques de déphosphoration. C'est important d'insister là-dessus. D'ailleurs, en France, dans la région de la Lorraine, pendant très longtemps, ils avaient ce qu'on appelle des minerais qu'ils appelaient des minettes. C'est-à-dire, ce sont des minettes, ça veut dire autre chose, mais c'est une petite mine. C'est-à-dire qu'ils avaient un gisement de minerai de fer où il y avait énormément de phosphore. Et il y a des techniques qui nous permettent, qui leur permettaient déjà, dans l'ancien, ça fait des années, des décennies, qui leur permettaient d'enlever le phosphore. Et que maintenant, nous, on est capable d'enlever le phosphore. Il existe de nombreuses techniques pour enlever le phosphore et ça peut se faire moyennant, bien sûr, de l'énergie. Ça va coûter un peu plus cher. Mais nous disposons du minerai, nous disposons de l'énergie et nous disposons du train qui achemine d'un bord en bord. Donc nous disposons de tous les outils. Et nous ne dépendons de personne. On est capable de le faire, même si ça va coûter un peu plus cher que d'autres minerais. Nous maîtrisons notre destin en ce qui concerne cette... Et autre chose aussi, ce qui est d'intéressant, c'est que les résidus du traitement contre le phosphore permet d'avoir un sous-produit qui permet justement de dépendre en agriculture comme étant un engrais, des engrais. Donc même les sous-produits, on peut les utiliser. Des engrais phosphatés, ce sont des engrais qui sont très, très intéressants pour l'agriculture. Et ça a été déjà utilisé par la France, par les Russes, les Chinois, etc. La littérature abonde de nombreux exemples où on utilise justement ces déchets, ces sous-produits qui viennent de la déphosphoration du fer. Donc cette histoire de phosphore dans le fer, c'est une histoire très ancienne qu'on est capable de solutionner. Et aussi, je reviens à votre idée de compétence, c'est que justement, ça nous prend de la compétence et acquérir une certaine compétence, justement pour traiter ce genre de minerai et pourquoi pas exporter cette compétence et faire travailler des universitaires, etc. Voilà. Très bien. On va retourner. J'ai reçu un message de notre ami Kamel Mansali qui est avec nous, chroniqueur, qui vous salue à tous et qui nous dit la chose suivante, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. L'ANP qui a fourni sa logistique de sécurité et d'ouvrage et qui a aussi fourni les explosifs qui n'ont pas été importés. Et c'est eux qui se sont occupés de ça. Donc voilà, c'est un travail de coordination entre le civil et l'armée, comme d'habitude. Et voilà ce que ça donne. Ça donne un ouvrage de cet acabit-là et de cette prestance-là. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui sont rentrées justement pour la réussite de ce projet. Tous les corps, les différents corps de sécurité. Plus de 15 000 travailleurs. C'est un projet exceptionnel qui a mobilisé tout le monde. Voilà. Et ce qu'il faudrait dire aussi, on ne l'a pas cité, c'est qu'on a été aussi aidé par les Chinois. Et c'est très important de voir, justement, parce qu'on parlait de Ségolène Royal, etc., que notre partenaire actuellement, un de nos partenaires principaux, c'est la Chine et non pas des pays européens. Donc, ça, il faut le souligner aussi, c'est que nous, nous décidons de travailler avec les gens avec qui on peut faire un partenariat gagnant-gagnant. Très bien, merci Ahmed Ben Saada. On va retourner maintenant du côté d'Alger où l'on retrouve M. Ahmed Bkhouch. M. Ahmed Bkhouch, ma question est la suivante. Gardvillette, ce n'est pas seulement l'extraction du minerai de fer à Tindouf, c'est aussi son acheminement fluide, un traitement ici donc à Béchar, sa transformation dans les usines oranaises et éventuellement son exportation. Oui. Bon, ça c'est l'objectif stratégique, c'est que
c'est qu'il faut qu'on a arrêté, ou bien il faut avoir une rupture des politiques précédentes dans le secteur minier par rapport à cette histoire d'exporter le brut. Cette décision stratégique d'aller vers l'intégration de la valorisation dans la chaîne de valeur des activités minières en Algérie, qui était prévue donc dans la nouvelle vision stratégique, démontre qu'il faut tout d'abord développer les industries nationales, les autres industries, notamment, puisqu'on est dans le cas de projet de Garadjibilet, l'industrie sidérurgique. Cette partie a été développée en aval à l'ouest du pays avec le Tosiali, plus le complexe d'AQS à l'est à Djindjen. Donc, à Bellara plutôt. Donc, pour satisfaire il y a d'autres qui sont privés, il y a d'autres usines des opérateurs économiques privés, et on a des projections aussi parce que c'est une industrie qui se développe le jour au jour, qui est née le jour au jour. À ce titre, donc, tout d'abord, on est en train d'importer le fer. On importe le fer pour cette industrie. Alors la souveraineté, c'est quoi? Parce que cette industrie, elle est algérienne, elle est elle est en Algérie. Donc cette décision courageuse d'aller vers l'intégration de la transformation, c'est pour tout d'abord et en premier lieu satisfaire cette industrie sidérurgique et d'autres industries qui utilisent le minerai de fer, plus l'exportation de l'excédent. Ici, je reviens sur votre question de la position de l'Algérie par rapport à la concurrence internationale autour des ressources minières ou bien autour des matières premières. Ici, il faut rappeler qu'il y a des opportunités importantes qu'il faut les signaler par rapport à la décision d'aller vers la réalisation de ce projet d'envergure internationale, d'importance capitale dans l'économie nationale. C'est tout d'abord l'intégration dans la chaîne de valeur de la valorisation. Deux, il y a aussi des atouts là où dont l'Algérie dispose par rapport à cette ressource, par rapport à cette industrie d'extraction, de transformation du minerai de fer. C'est la situation géographique de l'Algérie. On est très proche de l'Europe par rapport aux autres pays qui exploitent et qui produisent les mêmes produits issus du minerai de fer. Deuxièmement, on est aussi une partie de l'Afrique, nous sommes au nord de l'Afrique, oui. Mais les goulots d'étranglement pour ne pas affronter l'Afrique dans ce domaine, c'est-à-dire par rapport à l'industrie de volume, c'était cette histoire de liaison, de connexion, que ce soit par la route. On a la route donc transsaharienne qui va aller vers Zouiret en Mauritanie, et maintenant nous avons, pour développer cette industrie qui est la transformation et la production des produits, une industrie sidérurgique, parce que c'est ça le produit qui est à forte valeur ajoutée, de pénétrer et de positionner l'Algérie sur le marché africain, mais avec maintenant avec cette réalisation qu'on est en train de l'inaugurer aujourd'hui, qui est la ligne de chemin de fer, parce que donc il y a le port et la ligne de chemin de fer. Troisièmement, merci beaucoup Ahmed Bakrouch, merci beaucoup. Je vais devoir vous couper, je suis désolée, parce que le temps file et il ne nous reste pas beaucoup de minutes avant de clôturer donc le débat. Le temps de revenir vers vous, Abdelrahman Hadef, pour parler justement de cette création d'emplois directs et indirects. Effectivement. Je reviens à vous, vous inquiétez pas. On parle d'un projet à fort impact social aujourd'hui. C'est un projet qui, à terme, va créer plus de 5 000 emplois directs et 25 000 indirects. Ça, c'est seulement dans un premier périmètre. Oui. Mais une fois
les grands projets industriels mis en place, on va y aller au-delà. Les chiffres, c'est d'aller de plus de 60 000 emplois déjà créés. Et là, c'est quelque chose qui va un peu refaçonner carrément la région. On va avoir un flux du nord vers le sud, ce que disait M. Ben Saada tout à l'heure. Et c'est toute l'importance de ce genre de projet. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de réaménager notre territoire avec de l'intelligence, de la compétence, mais surtout avec une vision vraiment ambitieuse en termes de repositionnement de l'Algérie sur l'échiquier international. Aujourd'hui, avec ce projet-là, à mon avis, il est très important qu'on l'utilise pour attirer les investissements. Ce n'est pas intéressant d'exporter seulement le minerai, même l'acier, mais j'ai fait dernièrement un papier sur ce sujet-là, ce que j'ai appelé le nearshoring de l'industrie automobile, c'est-à-dire la domiciliation de l'industrie automobile en Algérie. Avec ce genre de projet, on a une carte de négociation avec l'Europe qui est en train de souffrir en termes d'approvisionnement en matières premières, surtout dans le domaine sidérurgique et mécanique. L'Algérie, avec un projet pareil, peut aujourd'hui négocier une délocalisation, c'est ce qu'on appelle le nearshoring, donc c'est la relocalisation dans les pays de voisinage. Voilà, et je pense que c'est là où il faut être vraiment intelligent dans les négociations. Vous voulez qu'on ait des partenariats à long terme, c'est sur cette feuille de route qu'il faut travailler. Eh bien, Badis Garjbilet, c'est une dépendance en moins aux hydrocarbures, une promesse de plus du président de la République, Abdel Majid Tebboune. Je vais y venir, mais avant toute chose, moi j'aimerais rappeler dans ce débat un élément fondamental. Rien n'aurait été possible sans la volonté politique du président de la République, Abdel Majid Tebboune. Pourquoi je le dis? Rappelez-vous, le président de la République a fait référence à Feu Boumediene par rapport à ce projet. Feu Boumediene qui voulait illustrer, qui voulait incarner, qui voulait rendre factuel ce projet. Or, aujourd'hui, c'est un projet qui est devenu réalité industrielle. C'est un mythe géologique qui est devenu une vraie réalité industrielle. C'est un rêve qui est devenu réalité. Mais moi, j'aimerais, si vous permettez, le regarder via un prisme social, en tant que citoyen algérien. Ce n'est pas un projet, ou un simple projet, ou un projet structurant. C'est aussi un changement de paradigme. C'est un projet d'unité nationale, de cohésion nationale. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que c'est le développement pour tous. C'est cette Algérie lointaine qui est connectée à l'Algérie utile. C'est rapprocher les villes. C'est le réseau ferroviaire qui est, rappelez-vous, aux États-Unis à titre d'exemple, au lendemain de l'arrivée justement des Anglais, le chemin de fer était le vecteur d'abord de maillage sociétal et social, mais aussi le vecteur de développement économique. C'est très important, et même d'unité politique. Si je me permets, Badis, moi je veux aller encore plus loin. Ce n'est pas seulement un changement de paradigme, moi je dis c'est un changement de doctrine. Là, aujourd'hui, on est sur une nouvelle doctrine qui est la doctrine de souveraineté économique. Il y a la dimension de souveraineté qui est très très importante dans ce projet-là. Exactement. Pourquoi je reviens sur l'aspect social et sociétal? Rappelez-vous aussi le président de la République, au lendemain, même d'ailleurs pendant sa campagne électorale, mais au lendemain de son élection du premier mandat, qu'est-ce qu'il avait promis? Il avait promis de faire des zones d'ombre sa priorité absolue en matière de développement. Or aujourd'hui, non seulement il s'est occupé de ces zones d'ombre, il en a fait des zones de développement, des zones stratégiques. Et on parle du sud-ouest, un territoire ô combien cher par rapport au reste du territoire national. Donc, et aujourd'hui, le développement est arrivé à nos concitoyens à Béchar aujourd'hui, à Saoura, à cette zone. Et je reviens sur le reportage, je pense que les téléspectateurs l'ont vu également, très intéressant d'ailleurs, qui pour moi a traduit le projet technique vers une création artistique pour illustrer justement ce projet important et stratégique. Vous aviez un cheminot qui disait « Avant, on entendait parler de Tindouf. Aujourd'hui, on y est. » C'est formidable.
c'est voir comment en fait on a rapproché les villes, on a rapproché les citoyens algériens pour créer d'autres opportunités, puisque c'est encore une fois un vecteur de développement économique, social et sociétal. Et c'est pourquoi je reviens sur l'unité nationale et la cohésion nationale. Aujourd'hui, le développement durable est une opportunité accessible à tous grâce à une vision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Et puis je reviens effectivement sur la doctrine elle-même. Moi, je donne un ordre d'idée. Vous avez évoqué effectivement tout à l'heure l'effet phénoménal justement de ce fret. On peut évoquer aujourd'hui du fret lourd. Et le fret lourd, vous savez-vous, chez les économistes, c'est un indicateur de puissance économique. Le fret, absolument. Le fret lourd, c'est quoi? Aujourd'hui, Garage Villette, c'est quasiment jusqu'à 2,2 km de convoi. Vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, 177 wagons. C'est des wagons à 100 tonnes. Vous imaginez un convoi de 2,2 km? C'était une utopie, effectivement. C'est devenu une réalité aujourd'hui. Et le président de la République, je conclurai là-dessus, veut faire de l'Algérie, au-delà du rapport sud-sud et du développement, et la dorsale ferroviaire qu'impliquerait demain en matière d'apport d'opportunités économiques, puisque, rappelez-vous, on est dans une Algérie exportatrice vers l'Afrique, vers la profondeur africaine. Donc là aussi, il y a des complémentarités à créer, des opportunités économiques à consolider. Mais c'est aussi faire, ce que veut le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, faire de cette Algérie de gisement une Algérie d'industrie. De production. Oui. Exactement. Effectivement. Ahmed Ben Saada, un dernier mot. En fait, moi je dirais que, pour faire un petit parallèle avec un sujet qu'on a traité tout à l'heure, cette ligne, ce projet, est un acte de souveraineté. Vous vous rappelez qu'on avait souvent discuté des propos de ce monsieur qui a été accueilli qui a été anobli récemment, Boualem Sansal, qui avait dit que l'Ouest appartenait au Maroc ou oui. autre chose. Nous, on dit, ce territoire-là, c'est à nous, on va le développer. Et c'est un territoire qui a été arrosé avec le sang de nos martyrs. Et on va le développer. Et on va le développer du sud vers le nord et du nord vers le sud. Parce qu'il faut regarder cela de cette manière-là. Il faut regarder ce projet comme une réponse à des narratifs qui sont colportés par des informateurs indigènes comme ce monsieur dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est très important de comprendre ce projet-là dans cette dimension de souveraineté nationale. Merci Ahmed Ben Saada, merci de vous être déplacé ce soir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également à vous, Abdelrahman Hadef. Merci également à vous, monsieur Ahmed Berkhouch. Je rappelle que vous êtes donc expert en mines et conseiller du PDG du groupe Sonarem. Mesdames et messieurs, avant de clore ce débat, je voudrais une fois de plus, au nom de toute l'équipe d'Hebdo Show et de nos invités, rendre hommage aux 23 personnes qui sont décédées lors de la réalisation de ce projet. Inch'Allah yusa alayhum. Voilà, dans quelques instants, on va accueillir Nariman Zekar autour de la table pour la partie habituelle. Et on reprend Hebdo Show Algérien, mesdames et messieurs, en plein fou rire en raison des bêtises que raconte Mahdi Rezar comme à l'accoutumée. Je vais dire c'est quoi. On Et on vient d'accueillir Nariman autour de la table. On a tous des problèmes, tous autour de la table, comme on est, d'accord? Nariman, son seul problème dans sa liste de to-do it sur son téléphone, to-do list, c'est chercher un pull gris sans manche. Voilà, c'est ça son programme pour la semaine prochaine à Nariman Zekar. Voilà, messieurs. Voilà, donc l'occasion d'accueillir Nariman Zekar. Nariman Zekar, bonsoir. Bonsoir Noël, bonsoir messieurs. Vous n'êtes pas venu seul, Nariman, vous êtes accompagné de monsieur Salim Ilès, co-organisateur du triathlon Sahaman et champion olympique de natation. Très grand homme. Je tiens à dire que je suis fan, monsieur Salim Ilès. Merci beaucoup. Voilà. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Nariman, c'est à vous.
Alors oui, avant de me tourner vers notre invité de ce soir, j'aimerais continuer à parler de Garage Billet parce que c'est une édition spéciale ce soir. Et c'est Garage Billet, il faut dire que c'est aussi un carton médiatique. Les médias à travers le monde en parlent. Alors cette semaine, le Soir d'Algérie et le Moudjahed ont ouvert leur une sur un même constat. Le méga-projet minier a capté l'attention de la presse internationale et ce n'est pas un phénomène récent, madame, monsieur. Depuis plusieurs années, Garage Billet revient régulièrement dans les colonnes des médias internationaux américains, asiatiques et français comme un projet stratégique de long terme, bien au-delà d'un simple site d'extraction minière. Alors loin des polémiques, on a fait nos recherches. Aux États-Unis, par exemple, le site Bloomberg, dans un article publié en juin dernier, s'est intéressé à la nouvelle stratégie minière de l'Algérie qui, je cite, cherche à diversifier son économie et à attirer des investissements dans les minerais stratégiques. Le projet de Garage Billet y est clairement placé comme un pilier de cette mutation, symbole d'un pays qui ne veut plus être uniquement perçu comme un exportateur d'hydrocarbures, mais comme un acteur minier émergent. En Asie, le South China Morning Post, référence incontournable dans le monde économique chinois, va encore plus loin. Le quotidien explique comment le gisement de Garage Billet pourrait peser à terme sur l'équilibre mondial du marché du minerai de fer, notamment pour des pays comme la Chine, qui sont en général très dépendants de fournisseurs traditionnels du genre le Brésil et l'Australie. Et le journal insiste également sur un élément clé, l'infrastructure, notamment la ligne ferroviaire reliant le sud algérien au pôle industriel qui transforme un gisement enclavé plutôt en un atout géostratégique. Et puis côté français, la Tribune s'est également penchée sur Garage Billet en le décrivant comme l'un des projets industriels les plus ambitieux d'Afrique du Nord. Le journal met en avant l'ampleur des réserves, la structuration progressive du projet et surtout la volonté algérienne de transformer localement la ressource plutôt que de rester dans une logique d'exportation brute. Et là encore, le ton est clair, on parle d'industrie, de logistique et de chaîne de valeur. Donc en conclusion, ce qu'on peut retenir de cette revue de presse, c'est que Garage Billet n'est plus seulement un projet national, c'est un dossier suivi, analysé et scruté par la presse internationale depuis plusieurs années. Et je rappelle encore une fois, madame, monsieur, que ça ne date pas d'aujourd'hui plutôt, et toutes convergent vers la même lecture. L'Algérie est en train de poser les bases d'un nouveau récit économique et Garage Billet est l'un des symboles les plus forts, n'est-ce pas, Tara? Tout à fait. Voilà, pour moi c'est clair. Ça me voit très fort. Voilà, tu peux continuer. Voilà. Absolument. J'adore. Tout à fait. Voilà. Tu diras Tu quelque discours en chose plus, par une rapport aux façon médias, dense, c'est- tu auras tout dit. Tout à fait, voilà. Tu as tout dit. Est-ce que bravo j'ai à quelque toi. chose à dire À à propos rajouter, des non. médias qui suivent? Ce que je peux dire, c'est que L'animal Bloomberg, te met la on en a balle à parlé l'aise. hier avec Faisal, veulent réellement faire encore un excellent papier et puis suivre ce qui va se passer prochainement. Donc toute la ligne de valeur de Garage Billet. Et puis on rappelle que l'Algérie n'a pas forcément besoin de... jusqu'à l'exploitation. Oui. Non, je pense qu'il faut rappeler un élément aussi très important de ce que tu disais, Naliman, c'est que les médias internationaux sont dithyrambiques aujourd'hui, sont très élogieux par rapport à ce qui se passe en Algérie à travers ce projet, mais pas que. Cela est synonyme de quoi? C'est que l'Algérie qui gagne, l'Algérie qui rêve et qui se donne les ambitions de ses rêves, les moyens de ses rêves comme le fait le président de la République, l'Algérie victorieuse, l'Algérie souveraine attire, tout simplement. Bon, allez, en dehors de l'actualité du moment, il faut rappeler quand même qu'on est dans l'une des plus belles régions d'Algérie. Et je ne vais pas vous mentir, on ne peut pas venir à Béchar sans profiter de ces trésors, de la Saoura à Tarit et de ces magnifiques dunes. Et lors de notre petit séjour, nous sommes tombés dans notre hôtel, qui est l'hôtel Bladi, qu'on salue, qui est un super hôtel, sur un groupe de sportifs. Et il s'est avéré que la ville de Tarit accueillait la 8e édition du triathlon Sahara-Man, une compétition unique en son genre. Plus de 70 participants de 15 pays différents ont relevé un défi hors norme dans un cadre paradisiaque. Qui dit triathlon, on dit bien sûr 3 épreuves, natation, cyclisme et course à pied. Et le tout au cœur des dunes, des palmeraies et des paysages spectaculaires du Sahara algérien. Et ce qui revenait chez tous les participants à l'unanimité, parce qu'on les a tous rencontrés, c'était l'émerveillement et la beauté brute du Sahara et cette impression d'être dans un lieu un peu hors du temps. Donc je me tourne vers vous, Céline Miles. C'est moi qui finis premier.
Vous êtes le corps. Oui, j'ai la médaille, peut-être qu'on va la donner à Mehdi. Alors, Selim, cette édition, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, après cette 8e édition, l'ADN de Sahara Men? L'ADN, c'est en effet cette découverte d'un paysage exceptionnel en Algérie. Vous savez, tous les étrangers, quand ils se lèvent le matin, ils ne pensent pas instinctivement à venir en Algérie. Donc, il fallait trouver une incitation, il fallait trouver un alibi pour pouvoir leur donner l'occasion de venir visiter ce beau pays. Et au fait, à travers cet événement sportif qui est le triathlon, qui est l'Ironman, un triathlon extrême, on a réussi, grâce à cette oasis magnifique de Territ, de ramener une bande de passionnés, d'athlètes qui viennent en même temps faire une compétition dure, qui est un gros challenge psychologique, mais surtout une découverte de la région et une découverte de l'Algérie. Donc cet événement, il a un double objectif, il a un objectif sportif et un objectif touristique, faire découvrir ce beau paysage, ce pays qui est le nôtre. Justement, donc on parle de plus de 35 athlètes venus de pays étrangers. Quelle a été leur réaction, les réactions les plus marquantes? C'est des athlètes qui sont déjà sur des circuits internationaux, donc ils connaissent bien les extrêmes, les Ironman. Mais pour avoir discuté un petit peu avec l'ensemble des athlètes qui sont arrivés, et le dénominateur commun, c'est l'émerveillement, c'est le choc. Ouais, exactement, c'est le choc qu'ils ont reçu. On voit que Mehdi est en train de s'amuser avec la médaille, il aurait rêvé. La médaille est magnifique. Elle est très lourde. Super. Quand, Ouais, c'est ça. Quand on la porte, on a un C'est la spécificité des Ironman, c'est les médailles, c'est les breloques, c'est des sacrés morceaux. Voilà, exactement. Donc en fait, c'est ça. En fait, les étrangers, ils arrivent avec beaucoup d'appréhension en Algérie. Ils sont peut-être un peu réticents, mais une fois qu'ils sont arrivés, il y a une belle prise en charge. L'accueil est magnifique et puis la compétition sur le lac le matin avec le lever du jour. Je voulais vous poser la question, pardon de vous couper. C'est quoi réellement le triathlon extrême pour vous expliquer aux amis spectateurs? Alors l'extrême, c'est simple. Quoi, les distances, elles sont de 3 km 800 de natation. Après, il y a 180 km de vélo, c'est comme une étape de Tour de France. Et il termine par un marathon de 42 km 500. Dans la moitié, ouais, c'est ça. Dans la moitié se déroule dans la dune. C'est le même jour. C'est le même jour. Donc on commence le matin à 8h du matin. Les derniers terminent à 11h. Voilà. Je l'ai fait en moto. Voilà, il y en a qui peuvent le faire en moto, mais c'est vrai, c'est ça ce qu'on appelle un extrême. Donc c'est ça la spécificité de cet événement-là. Mais nous, vraiment, on allie un petit peu le côté sportif et le côté touristique. C'est ça qu'on a envie de mettre en avant. C'est le tourisme sportif, en fait, en réalité. C'est ça. Parce que la majorité des athlètes sont venus, ils sont tous venus accompagnés avec leurs femmes, leurs épouses, ils viennent en famille. Et donc pendant toute la semaine, ils découvrent un peu nos spécificités. Et quand on parle de nage, il faut seulement noter aux amis spectateurs qu'il n'y a pas de plage. Non, mais il y a un lac. Il y a un lac qui est à 11 degrés, donc qui rajoute un peu plus à la difficulté. 11 degrés. C'est ce qui fait aussi la particularité de Territ. Exactement. L'eau, elle est glaciale. Ils sortent, ils sont vraiment désorientés. C'est eux qui cherchent un petit peu le côté extrême et apparemment on n'est pas suffisamment extrême pour En tout cas, d'après mes informations, la plus jeune avait 17 ans Exactement. et la plus âgée 75 ans. Tout à fait. Voilà, donc il faut dire que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ils ont réussi à tous finir. Ils ont réussi à tous finir, oui. Tout le monde a fini. Non, il n'y a pas eu d'abonnement cette année. Il n'y a pas eu d'incident, donc tant mieux. Parce que quand même la sécurité des athlètes, c'est très important. Mais là, honnêtement, on a eu une édition magnifique. On a eu la météo qui a été idéale. Exactement. Donc ces étrangers-là, à l'arrivée, ils sont tous le sourire, comme on dit, la banane. Et ils sont quand même choqués par ce paysage. Souffrir. Il y en a un des athlètes, le vainqueur d'ailleurs, Line Veitch, qui m'a dit « Je souffre avec plaisir ». Voilà, c'était ça un petit peu. On a une petite anecdote à vous raconter, Naïm et moi. On est partis en balade ce jour-là. On a pris 2 vélos et à un moment donné, on croise donc les cyclistes. On croise plusieurs athlètes et tout. On était au niveau d'une pente. Alors Naïm et moi, on est descendu des vélos, on a commencé à les pousser et l'athlète est passé devant nous. On s'est senti nuls, mais très nuls. C'est pour ça qu'on fait du sport. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte ce que c'est d'être un athlète de haut niveau. Oui, c'est vrai, la pratique, c'est quand on rencontre un nageur dans la piscine, on voit la différence. Est-ce que c'est difficile d'organiser un tel événement en termes sur le plan logistique? Alors là, honnêtement, nous on travaille, c'est-à-dire là on a terminé cet événement-là et dans 15 jours on va commencer déjà à travailler sur l'événement de l'année prochaine. Ça nous prend, oui. Ah oui, ça nous prend. La logistique elle est énorme, on ne se rend pas compte, mais la logistique elle est énorme.
On a affrété un charter de chez Algérie pour rapatrier les étrangers d'Alger. On a pris un camion de chez Flèche Bleue, qui est un de nos sponsors aussi, qui nous a fait la logistique de tous les équipements, la tour d'arrivée, tout ce qui est affichage. Ça, c'est une grosse organisation. Et je remercie bien sûr les autorités locales qui ont été en permanence avec nous pour sécuriser l'événement. C'était vraiment, ils ont fait un travail exceptionnel. Ça, il faut l'avouer. Moi, j'aimerais juste rappeler, c'est très important aussi, de ce savoir-faire, notamment algérien, quand on le met à disposition d'une diplomatie du sport, qui rallie aussi le plaisir, vous l'avez dit tout à l'heure, donc le tourisme, et qui devient un point d'attraction, notamment à travers, bien sûr, le professionnalisme, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est important, et je pense des initiatives comme vous, on devrait les renforcer, on devrait les promouvoir. C'est ça. On souhaiterait avoir un peu plus de soutien quand même par rapport à ce qu'on fait, parce que c'est quand même la 8e édition. On sait qu'on peut faire un événement une fois de temps en temps, mais pérenniser quelque chose, c'est très difficile en Algérie. Et pour trouver des partenaires qui croient en vous, qui font confiance à ce qu'on fait et qui comprennent ce qu'on fait surtout, c'est très compliqué. Donc c'est l'occasion maintenant, on va essayer par chance, de vous donner un peu plus de visibilité. C'est ça, c'est exactement et ça. On espère tous être avec vous l'année prochaine et encore que ça sera encore que de 75 vous passiez à 750 participants. Bon, ça va être compliqué, mais quand on atteint les 100, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que ces athlètes-là qui partent, qui sont satisfaits, ça va être nos meilleurs ambassadeurs. C'est surtout ça. C'est-à-dire chacun qui partira chez lui dans son pays respectif, il va parler de cette Il faut juste noter dans les mails que notre chaîne Al24 News a réalisé un reportage tout à fait. qui va être diffusé bientôt. Exactement, voilà. Moi, en tout cas, j'ai vu quelques images du reportage qu'ils ont fait. Franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pas parce que c'est Al24, mais le déjà travail que la discipline est très photogénique. Très joli, En plus, ça a été dans un cadre, le cadre a beaucoup aidé justement. Justement, ce qui est marquant dans cet événement, c'est le cadre, parce que Béchar et ses villes et ses régions, c'est pas juste un décor, c'est vraiment un trésor national entre Territ, ses palmeraies, la Saoura, ses vallées, aussi ses gravures rupestres qui racontent une histoire qui est beaucoup plus ancienne que nous. Aujourd'hui, Béchar et notamment le Sahara en général reboostent vraiment le tourisme national, une expérience vraiment unique en son genre, et ça ressemble vraiment à rien de ce que l'on peut vivre ailleurs. C'est ce qui fait sa particularité. Et valoriser ces territoires, madame, monsieur, c'est aussi les protéger. C'est dans cet esprit-là que les journalistes d'Al24, nous-mêmes, ont mené une initiative. Pas que les journalistes. Pas que les journalistes, oui, toute l'équipe d'Al24 News et aussi des citoyens de Béchar. Nous avons tous mené une initiative citoyenne de nettoyage des dunes de Territ. Mehdi était absent, malheureusement. C'est ce qu'on fait tous les ans, en effet. Un geste qui est simple mais symbolique, et pour rappeler aussi que le Sahara, c'est un joyau à protéger contre coûte que coûte. Et ça rappelle aussi que notre rôle en tant que média, c'est d'informer, de sensibiliser, mais aussi de montrer l'exemple. C'est une action citoyenne, il faut rendre hommage à notre ami Badis Renissa, parce que c'est son idée, c'est droit d'auteur. C'est lui qui a tout organisé avec les autorités absolument, il a proposé. Et il s'est battu pour faire ça. Absolument, nous voulons saluer les autorités locales de Territ, l'APC de Territ qui nous ont soutenus, ainsi que les services de sécurité donc, de la région de Territ. Et c'était très très joli, Nariman, de voir nos journalistes, nos techniciens nettoyer les dunes de Territ. Il y avait beaucoup de plaisir à voir Nariman et Nouhed nettoyer. Nettoyer, absolument. On nous voit, je pense, à l'écran. C'était un plaisir, franchement, parce que... Même Voilà, exactement. Et ce qui est bien, peut-être c'est un message aussi à lancer aux touristes qui viennent de la région. Peut-être qu'ils vont juste respecter la dune, respecter l'environnement. Protéger l'environnement. C'est ce qu'on propose à chaque édition à nos partenaires, de faire une opération de nettoyage. Souvent, nous, on le fait la veille ou l'avant-veille au niveau de l'oasis. Et ça nous permet de faire une action citoyenne, ramener des enfants, leur donner quelques cadeaux. Donc on essaie en marge de la compétition, de faire des activités pour les enfants et pour la ville de Territ qui nous accueille tous les ans, qu'on remercie. Voilà. Moi, j'aimerais juste rappeler à toutes et à tous que le Sahara est notre patrimoine, le Sahara est notre responsabilité à tous. Oui, j'ai une pensée pour notre ami Kamel Mansari qui devait partir aux Maldives. C'est annulé. Il fallait venir avec nous à Béchar. Non, mais c'est pas trop tard. Il peut toujours venir à Béchar, aller à Territ. Mais sans nous. Saoura, Ça sera pas Bledi. pareil.
C'est très bien. On ne va pas dire que c'est mieux que les merdies, mais c'est On c'est salue très, très Kamel bien. Mensari en C'est tout cas. différent. Mahdi, vous vouliez intervenir? Ouais, moi, il y a deux choses. Ben, déjà, je voudrais comme l'a si bien dit Nalimel, remercier le Walid Bechal et la Wilayat Bechal pour les moyens qui nous ont été donnés justement pour faire ce plateau exceptionnel, parce que il faut savoir que c'est la première fois qu'on délocalise Hebdo Show à l'extérieur. Donc voilà, c'est une première et on est content, on est très content de l'avoir fait. Ce ne sera pas la dernière, on a plein de projets. Et la deuxième chose, c'est aussi remercier Selim, parce que Selim, moi je l'ai rencontré à l'hôtel Bledi. On a discuté, le courant est super bien passé, et des mecs comme ça, des personnes comme ça, des patriotes comme ça, des gens qui aiment leur pays et qui veulent développer leur pays à partir de l'Algérie pour justement avoir une aura internationale de tourisme, pour avoir une aura internationale de reconnaissance sportive, ben, c'est des gens comme ça dont on a besoin, et j'espère qu'on sera tous derrière Selim pour les prochaines éditions et qu'on le poussera et qu'il sera toujours le bienvenu sur Al24 News pour même faire la promotion des prochaines éditions. Vous aurez toujours, Inch'Allah, la porte ouverte sur tous les plateaux de Al24 News. Voilà. Merci, bravo et fier de vous en tout cas. Voilà. Et merci aussi à l'hôtel Bledi Palace qui nous a super bien reçus. Voilà, et où on a été très bien reçus là-bas et on s'est beaucoup éclaté là-bas au niveau de cet hôtel. Je vous donne un scoop, Mehdi veut s'inscrire pour la prochaine Non, édition. en fait, à moto, moi je fais partie de la sécurité. Moi, en fait, moi je me gare à l'hôtel Bledi. Moi, je me gare à l'hôtel Bledi et à partir de l'hôtel Bledi, je vous suis. Il y en a qui fait la course à pied, il y en a qui fait le vélo, alors il y en a je qui peux- nagent. Moi, je vous Il y a les regarde. relais, donc c'est possible. Moi, je vous regarde. Moi, je donne le coup de départ si vous voulez. Voilà. C'est moi, je regarde. Voilà. Moi, si vous permettez, je voulais juste remercier aussi la Fédération de triathlon qui nous a accompagnés durant cet événement, le ministère de Sport qui nous a soutenus pour maintenir cet événement, et puis le ministère des Affaires de l'Intérieur qui a été une partie prenante de cette opération pour la sécurisation de cet événement. Donc je remercie tous les corps constitués, de la gendarmerie, de la police, de la protection civile, qui ont fait un travail exceptionnel. Merci à vous, merci à la Wilayat de Béchar, et puis j'espère qu'on se reverra l'année prochaine. Tahia Jazair. L'année prochaine. C'est vous qu'on remercie. Avec nous ce soir, merci à toute l'équipe, merci à nos invités durant l'émission. Encore une fois, merci au Wali de Béchar, merci à la Wilaya, merci à l'hôtel Bledi de nous avoir accueillis. Merci à toute l'équipe d'Al24 qui a tout fait pour que ce séjour se passe bien et que cette couverture spéciale se déroule bien. À tous les techniciens qui sont derrière, on les applaudit. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous également de nous rester fidèles. Dimanche prochain, on vous donne rendez-vous sur Al24 News en direct des studios. Au revoir. Tahia Jazair.